Warmy-Fontaine, province de Luxembourg, Belgique. Village paisible que rien ne semble perturber. Et pourtant en survolant ce village on aperçoit une faille étrange sur les prairies. Le témoin d'un événement grave survenu il y a plus d'un siècle en mars 1912. L'effondrement de l'ardoisière qui fut une industrie majeure dans la région et le plus gros producteur d'ardoise en Belgique avec 12 millions d'unités par an. Cinq maisons furent détruites mais heureusement sans faire de victimes. L'église ainsi que 25 à 30 maisons subirent quelques dégâts. La route présentait une crevasse de 50 cm à 2 mètres de largeur, avec une différence de niveau sensible. Ce fut un coup dur pour la population de Warmy-Fontaine qui, de 1100 habitants, décrut en moins d'un an de plus de 50%. Cette catastrophe marquera la fin de l'époque florissante de cette ardoisière. Elle fut mise à l'arrêt pendant plus de 10 ans avant de reprendre et entamer avec une concurrence impitoyable un long déclin de 80 ans. Essayons de comprendre ce qui a bien pu se passer. Regardons tout d'abord à quoi ressemblait l'exploitation du gisement de schiste à Warmy-Fontaine en 1912. La couche de schiste parcourt le sous-sol du village suivant un axe est-ouest sur une épaisseur de 40 mètres et une inclinaison de 53 degrés. Une orientation naturelle de la couche de schiste est également importante, le plan de schistosité suivant lequel on fendra les ardoises fines orientées suivant la sédimentation argileuse. L'exploitation du gisement se fait le long de cette pente avec le creusement d'une multitude de chambres d'extraction dans l'épaisseur de la couche. Ces chambres sont juxtaposées le long de l'axe de la couche de schiste et superposées suivant l'inclinaison. Les chambres situées à l'ouest ont une numérotation paire. Celles à l'est une numérotation impaire, avec nombre indice croissant en partant du puits Sainte-Barbe. L'ardoisière en 1912 comporte 7 étages avec des chambres plus ou moins profondes suivant l'état d'avancement du creusement de la couche de schiste. Vous distinguez ces différents avancements suivant une échelle de couleur allant progressivement du vert vers le jaune, l'orange et le rouge pour les plus avancés. L'exploitation atteint une profondeur de 120 mètres. Pour compléter cette description, mentionnons encore deux éléments très importants. D'une part, les piliers d'environ 5 mètres d'épaisseur entre les chambres qui supportent toutes les charges supérieures de l'ardoisière. Et d'autre part les plafonds appelés épontes entre chacune de ces chambres. Ces épontes associées aux tonnes de déchets contenus dans les chambres d'extraction qu'elles supportent représentent une charge énorme pour ces piliers en bleu. À ces lourdes charges s'ajoute tout le poids mort de l'exploitation antérieure chenodonate qui a détruit la cohésion du terrain supérieur. Sans parler de toutes les eaux d'infiltration qui affaiblirent toute cette zone. Avec l'exploitation intensive expliquée précédemment, l'épaisseur des piliers s'est fortement réduite. Une épaisseur de moins de 1 mètre à certains endroits. C'est ce qui causa la perte de l'ardoisière de Warmy-Fontaine. Que s'est-il passé? Une petite analogie simpliste et quelque peu amplifiée va nous aider à comprendre le problème. Imaginons la mine comme un building à appartements. Chaque appartement représente une chambre d'extraction. Si nous regardons une chambre d'extraction particulière, nous constatons que de lourdes charges de remblai reposent sur son plafond. Toute la charge des anciens travaux de la fosse Chenodona en surface viennent s'ajouter directement sur ces épontes. Cette partie du sol a perdu toute la cohésion de la roche originale et tombe comme un poids mort sur le reste de l'exploitation plus bas. Ces épontes subissent également des infiltrations d'eau des étages supérieurs qui affaiblissent sa résistance. Cet ensemble repose sur des piliers d'épaisseur en principe suffisante mais qui furent exploités à l'extrême et se révélèrent bien plus fins. De 5 mètres prévus au départ, certains piliers avaient moins de 1 mètre d'épaisseur à certains endroits. Les conséquences sont catastrophiques avec l'écrasement des piliers sous la charge et un affaissement général. Appliquez cela en cascade à l'ensemble des chambres et vous avez une idée de l'ampleur de la catastrophe. L'ensemble de la mine s'écroule comme un château de cartes. Seul le massif de 16 mètres à l'est autour du puits Sainte-Barbe et la faille de décrochage à l'ouest limitèrent l'effondrement à la zone confinée entre les deux. C'est exactement ce qu'il s'est passé en mars 1912 à Warmy-Fontaine. Pour transposer sur le site de Warmy-Fontaine, prenons un peu de hauteur dans l'axe du plan de schiste. En surface, cet affaissement général se note du massif du puits Sainte-Barbe à l'est jusqu'à une ligne suivant la faille nommée Rivaux à l'ouest. Cette faille coupe la cohésion de la masse de schiste et constitue une barrière à la prolongation de cet affaissement plus à l'ouest. La largeur de cet affaissement correspond à la largeur de la veine de schiste de plus ou moins 40 mètres.
La profondeur de l'affaissement allait jusqu'à 2 mètres à certains endroits. Les maisons en rouge malheureusement situées sur cet axe ne résistèrent pas comme nous allons le voir en détail avec quelques photos de l'époque. Notez que si vous regardez les images satellites Google Earth aujourd'hui vous voyez encore la trace de cet effondrement plus d'un siècle plus tard. Regardons maintenant un peu plus en détail les dommages sur les différents bâtiments en s'approchant plus près. Après le signalement de glissement dans la mine à partir de février 1912, de premières lézardes apparaissent dans un groupe de 5 maisons situées sur la veine de schiste et finalement d'importants dégâts dans un immeuble qui contraignait à évacuer. Il fallut suspendre les travaux et cesser toute exploitation le 6 mars 1912. Si nous replaçons les photos prises à cette époque dans cet environnement, il est plus aisé de comprendre les dégâts sur chacune de ces maisons. Les maisons sont numérotées de 1 à 5. Commençons par la maison numéro 2 située exactement à la limite nord de l'effondrement de la veine schisteuse. Elle subit un cisaillement entre une partie du sol stable et un glissement du banc de schiste. Ce cisaillement est très impressionnant et détruisit complètement le bâtiment. À l'autre bord de l'effondrement sur la maison 5, l'observation est identique avec un cisaillement complet du bâtiment. Les maisons 3 et 4 ont subi une translation vers le bas de la hauteur de l'effondrement sans aucun cisaillement. Raison pour laquelle les dégâts sont caractérisés par des lézardes généralisées attestant d'une instabilité globale mais sans effort tranchant notoire. Elles tombèrent d'une seule masse dans le trou creusé par l'effondrement. La maison 1 subit une déstabilisation de proximité avec la maison mitoyenne 2 emportée dans l'affaissement. En passant à l'arrière, nous avons une idée de la profondeur de l'affaissement sur la prairie plus haut. Elle atteint plus de 2 mètres comme le montre cette photo. Pour l'anecdote, un mois plus tard le 14 avril 1912 le Titanic sombra dans l'Atlantique. La dimension de la zone impactée par cet effondrement était du même ordre de grandeur que les dimensions de ce géant. Par miracle pour Warmy-Fontaine sans victime ce jour-là. L'exploitation de l'ardoisière ne reprit que plus de 10 ans plus tard dans les étages plus bas avec des marges de sécurité supplémentaires et un contrôle plus précis sur les éponges et les piliers que l'on remarque ici sur cette modélisation. Mais sans malheureusement jamais retrouver l'époque florissante connue par le passé.